Bonjour, donc je suis Sandrine Cortesis. Je travaille avec Margot Chéab à la Haute École suisse pour la formation professionnelle. Et puis, on va vous parler du rôle des référentiels dans la production de récits professionnels réalisés par des enseignants en seconde carrière. Alors, puisqu'on en parlait ce matin des chercheurs, managers qui doivent trouver des fonds et gérer des projets, bah là, on est typiquement dans un projet comme cela parce qu'on a obtenu un fonds du Fonds national suisse pour mener une recherche en 4 ans. Dans le cadre de cette recherche, on s'intéresse aux dispositifs qui sont mis en place par des hautes écoles de pédagogie qui sont chargées de former des enseignants en seconde carrière. Parce qu'actuellement, dans un contexte de pénurie des métiers de l'enseignement, le profil des enseignants change depuis quelques années, il évolue et les hautes écoles pédagogiques ont compris l'intérêt de mettre en place des dispositifs spécifiques qui tiennent compte du fait que ces enseignants en seconde carrière sont des personnes qui sont âgées de 25 ans et beaucoup plus, qu'elles ont déjà derrière elles soit une carrière académique, soit une carrière professionnelle. Et l'idée de ce type de dispositif, c'est de pouvoir valoriser et reconnaître les expériences de ces enseignants en seconde carrière. Et ce qui nous intéresse notamment dans cette recherche, c'est de savoir finalement quelles sont les compétences qui intéressent les institutions et notamment est-ce que les institutions, elles sont intéressées par des compétences qu'elles-mêmes ne transmettent pas à l'ensemble de leur public, donc aussi les enseignants qui sont en première carrière. Dans le cadre de cette journée, on va vous présenter ce qu'on est en train de faire. C'est le premier volet, l'analyse de la prescription. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, c'est quelles sont les conditions de production de ces récits. On a quatre dispositifs de formation qui est dans notre corpus. Donc, il y a une filière professionnelle avec des enseignants qui ont déjà un métier et qui vont le transmettre à d'autres. Ça peut être des ingénieurs, des informaticiens, des infirmiers, infirmières, etc. On a aussi deux filières de personnes qui ont plutôt des carrières derrière elles académiques et qui vont transmettre une branche à des enseignants, nous on dit primaire, secondaire. Et puis on a aussi une école de musique avec des musiciens qui vont avoir une corde de plus à leur arc, c'est-à-dire ils vont devoir transmettre leur, leur instrument à des élèves, enfants, adultes. Dans le système éducatif suisse, euh, vous le savez peut-être, la formation professionnelle est beaucoup plus valorisée. Il y a à peu près 68% de personnes qui choisissent la formation professionnelle et les enseignants sont formés dans des hautes écoles pédagogiques ou dans des universités. Et puis, actuellement, effectivement, la tendance, c'est aussi cette idée de professionnaliser le métier de l'enseignant en articulant les concepts théoriques et les concepts pratiques. Alors, en termes de référentiel, Stéphane, reste tranquille. Nous, on est très basique et ouais, on n'a pas des référentiels déclinés hein, comme vous. Donc là, on s'est basé sur le référentiel de compétences dans l'idée qu'il vise à décrire le profil de l'étudiant à la fin de sa formation et que donc c'est une sorte de cahier des charges de la formation. Et puis, on s'est demandé aussi en quoi le référentiel pouvait servir d'outil dialogique et pour les concepteurs des dispositifs et pour les former ensuite. Alors, nos questions de recherche, c'est quels usages du référentiel de formation font les concepteurs de ces dispositifs qui permettent de faire le récit de ces expériences préalables. Donc, est-ce un outil de dialogue? Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, quelles compétences présentes dans le référentiel sont travaillées au sein de ces récits professionnels?
Bon, là, c'est notre méthodologie. Donc, on a fait une analyse avec le logiciel Atlasti. Donc, on est aussi dans une démarche inductive. Ce qui nous intéresse aussi, là, je vous remonte la recherche à un niveau global, c'est aussi en quoi les consignes qui sont données aux personnes formées va induire une sorte de mise en scène dialogique scripturale dans la manière après de présenter ces différentes expériences. Alors là, on va revenir sur l'analyse des référentiels. Euh, Donc, les référentiels qui sont proposés pour les enseignants, ils sont assez succincts, c'est-à-dire qu'il y a 11 compétences au maximum qui sont ensuite déclinées en critères. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de m'arrêter sur les définitions de compétences qui sont données dans ces mêmes guides de référentiels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la formation en enseignement professionnel, il n'y a pas de définition de compétences. Et puis après, on voit que à l'université, les compétences, elles sont conçues comme une construction progressive et collective bon, qui prend en compte la formation et les pratiques. Pour la formation musicale, se développer professionnellement et questionner sa pratique, la faire évoluer et faire face aux dilemmes de métier. Et puis, pour l'enseignement primaire et secondaire, ah, c'est dommage parce que vous voyez juste pas. Ouais, celle-là. Ah ouais, ouais, pardon. Ouais. Ouais, parce que c'est justement l'élément que je trouvais le plus intéressant en termes de définition de compétences. Là, vous voyez que l'idée, c'est qu'elle se manifeste par une action professionnelle réussie, efficace, efficiente et récurrente. Ça marche plus. Ah, voilà, Ah, c'est bon. merci. Euh, on, on a aussi voulu mettre en valeur dans le référentiel quelles sont les compétences qui sont spécifiquement tournées vers la réflexivité. Donc, vous voyez que dans le référentiel sur l'enseignement professionnel, c'est une compétence sur 11. Dans l'enseignement secondaire, c'est un domaine sur 4 domaines. Dans la formation à l'enseignement musical, la compétence de réflexivité, elle est vraiment au cœur du référentiel. Je vous montre tout de suite après la schématisation. Et puis, dans l'enseignement primaire et secondaire, c'est 3 sur les 11 compétences. J'insiste un peu là-dessus parce que vous verrez tout à l'heure que, en termes de guidage, les concepteurs des dispositifs, ils sont extrêmement centrés sur la compétence réflexive, plus qu'elle ne paraît dans le référentiel. Euh, Là, je vous ai mis l'exemple du référentiel de la Haute École de musique, parce que c'est le seul référentiel où la réflexivité, elle est vraiment schématisée comme au centre du référentiel de compétences. Alors, bah, comme on le disait déjà ce matin, c'est que ces référentiels, ils sont basés sur des logiques différentes. Donc, d'un côté, il y a encore ces restes de la qualification qui s'appuie sur l'organisation tayloriste, où finalement la personne compétente, c'est la personne qui est capable d'exécuter avec efficacité les procédures. On ne s'intéresse pas tellement au processus, mais aux résultats. Donc, il faut que les éléments, y compris à travers le récit, soient observables, soient visibles, qu'on en démontre la maîtrise et l'expertise. Et pour le coup, derrière cette logique, la compétence, elle reste incorporée et non conscientisée. Bref, tant que ça marche, on peut continuer comme ça. Alors que dans la vision logique de compétences, on s'appuie davantage sur le constructivisme, la psychologie du développement, euh, avec cette idée qu'on on est compétent au moment où le réel résiste et qu'il faut surmonter les obstacles. Donc, on sera plus intéressé par voir dans les récits ce qui n'est pas directement observable et puis les éléments où ça s'est pas passé, ça s'est pas passé comme prévu. Mais dans les consignes, bah, Margot vous en parlera tout à l'heure, il y a un peu un mixte de ces deux éléments finalement. Ben,
Pastré nous rappelait déjà en 2004 les risques d'une dérive quand on passe de la logique de qualification à la logique de compétence, de se dire que finalement, tout peut être expliqué sur le poste de travail de manière directe. On pourrait mettre un accent exagéré sur la transmission des compétences et c'est vraiment important d'avoir des dispositifs de médiation pour aider les formés à faire les allers-retours entre leur activité de travail et la construction à partir de leur expérience. Euh, donc, la didactique professionnelle, notamment, a montré l'intérêt des débriefings, de la réflexion après coup, et puis aussi cette idée que on connaît l'issue de la formation, on n'est plus sous pression et on a enfin la possibilité de pouvoir développer une sémiotique de l'action, de redonner sens dans le cadre de la formation aux expériences vécues. Donc voilà, pour conclure sur cette partie-là, donc des activités de travail qui sont sollicitées selon différentes logiques parfois contradictoires, une description du travail qui peut être demandée avec le risque de passer à côté de la valorisation du travail réel, en mettant en avant uniquement les signes de maîtrise et d'expertise, comme c'est notamment le cas dans des dispositifs de VAE parfois. Et puis, Champire et Moussenard nous rappellent que faire le récit de son expérience, c'est la subjectiviser et pas uniquement se contenter de décrire son travail. Alors ensuite, on a procédé à une analyse des consignes des récits professionnels, qui sont donc les dispositifs qu'on analyse, pour voir à la fois les compétences qui étaient explicitement attendues dans les récits professionnels, mais aussi voir les ponts et l'articulation qui étaient faites ou pas entre les consignes. Ah, c'est moi qui ai... Ça va se régler. Non, mais continue, fais Ah ouais. partie, Entre les consignes et les référentiels institutionnels. Donc, ce qu'on a observé dans les consignes, c'est tout d'abord qu'il y avait des différences dans les structures et les temporalités des différents dispositifs de récit professionnel qu'on avait. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais l'idée, c'est plus de situer le fait que, en fait, pour les 3 premières formations, donc à la fois l'enseignement professionnel, l'enseignement secondaire et l'enseignement musical, les récits d'expérience, ils font partie intégrante du cursus de formation. Donc, il est effectué pendant la formation et puis c'est des modules où on peut valider des crédits à nouveau dans le cadre de la formation, alors que pour la VAE, là, c'est légèrement différent dans la mesure où le dossier est à rendre en amont et il va permettre une validation de certains crédits qui n'auront pas à être effectués dans le cadre de la formation. Il y a aussi une différence en termes d'accompagnement où la majorité des dispositifs ont un accompagnement soit personnalisé, soit collectif avec des ateliers, sauf la formation à l'enseignement musical. Et c'est intéressant parce qu'on reviendra là-dessus, mais je ferai le pont avec l'accompagnement par la suite. C'était plus pour vous donner donc une idée générale de ce qui est fait en fonction des dispositifs. Et donc maintenant, on passe aux objectifs et aux visées des dispositifs. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a, disons, sur un spectre, il y a 2 tendances, il y a 2 visées distinctes des dispositifs. Il y a certains dispositifs, ceux en bleu, qui visent plutôt à utiliser les récits professionnels comme outils de développement de compétences. Surtout la réflexivité, je vais en parler juste après, mais aussi le développement de savoir professionnel. Donc là, le récit professionnel permet vraiment de développer des compétences qui n'étaient pas présentes en amont, alors que dans le cadre de la formation à l'enseignement musical, il y a aussi un aspect de démonstration des compétences en plus du développement de la réflexivité. Et puis pour la VAE, c'est pas surprenant dans la mesure où effectivement, les personnes qui formulent des dossiers de VAE ont déjà des expériences préalables, mais là, on met vraiment l'accent sur l'aspect de démonstration de compétences préexistantes. Et ces attentes-là vont avoir un impact aussi sur le type de compétences qui est attendu au sein des différentes institutions. Donc, pour les 3 premières, l'accent
comme disait Sandrine, est vraiment mis sur la réflexivité. C'est-à-dire la réflexivité, c'est la compétence qui est développée au travers des récits professionnels. On remarque aussi que dans la formation à l'enseignement secondaire, il parle de savoir professionnel, donc c'est l'articulation entre les savoirs théoriques et les savoirs pratiques. Mais la réflexivité reste vraiment centrale, alors que pour la filière de VAE, donc la dernière colonne, là, l'idée, c'est plus à nouveau de démontrer les compétences, mais de démontrer en fait toutes les compétences qui sont attendues d'un ou d'une enseignante. Et on s'est ensuite penché sur l'articulation qu'il y avait entre les consignes des récits professionnels et puis les référentiels, d'abord les référentiels de compétences institutionnelles. Ce qui est intéressant de noter, c'est que chaque institution a son propre référentiel. Il y a des points de convergence, mais comme a dit Sandrine, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on remarque que dans la formation à l'enseignement professionnel, il n'y a pas de pont explicite qui est fait entre les consignes et le référentiel. Dans la formation à l'enseignement secondaire, c'est légèrement différent. Il n'y a pas de référentiel de compétences. On ne parle pas de référentiel de compétences, mais par contre, on parle de référentiel conceptuel avec un cadrage théorique. Et ensuite, en fait, c'est comme un... Enfin, là, il faut l'imaginer comme un spectre où, pour les dispositifs que je viens de présenter, il n'y a pas de référence à des référentiels de compétences. Mais par contre, pour les suivants, il y en a où, dans la formation à l'enseignement musical, au sein des consignes, ils font le pont avec les référentiels institutionnels, mais sans citer les compétences attendues. Alors que pour la VAE, il y a une présence explicite du référentiel et les personnes qui font qui produisent le récit professionnel sont amenées à faire le pont entre toutes les compétences qui sont attendues pour les enseignants et puis leurs expériences et leurs compétences préexistantes. Et donc, en fait, on s'est ensuite penché sur les autres références ou concepts qui étaient mobilisés. Et ce qu'on remarque, c'est que dans la formation à l'enseignement professionnel, donc toujours la première colonne, il parle, comme j'ai dit avant, de la réflexivité qui est perçue comme une résultante du travail de récit, enfin de rédaction du récit. Et puis, il parle aussi de situations dans laquelle la réflexivité serait présente, par exemple la collaboration, la communication avec les différents acteurs du terrain, ou alors la préparation des cours, mais la réflexivité en tant que telle est jamais définie. Et c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans le référentiel, en fait, où il y a enfin, on observe une forme de flou dans ce que veut dire la réflexivité, en fait, pour l'institution. Et donc, il n'y a pas de cadrage théorique, il y a une conceptualisation implicite, mais qui n'est pas explicitée, en fait. Par rapport à la formation à l'enseignement secondaire, là, il y a un cadrage théorique avec tous les termes qui sont définis. Je ne vais pas revenir dessus, mais il y a un ancrage, qui est explicité. Et puis ensuite, pour la formation à l'enseignement musical, pareil, il y a aussi des termes définis. Et on remarque quelque chose qui est intéressant pour la VAE, où on observe en fait un espèce de double adressage avec une présence de référentiels multiples. C'est-à-dire, il y a parfois des références au domaine de l'emploi, où on demande par exemple, dans le dossier de récit professionnel, de fournir un CV, une lettre de motivation. Mais il y a aussi des références à la formation, en fait, au référentiel de formation, où on parle de personnes apprenantes ayant un projet de formation. Et on pose l'hypothèse en fait que que ça crée un flou là aussi. Et donc, pour en revenir à la discussion sur l'analyse des consignes, ce qu'on remarque, comme j'ai dit, c'est qu'il y a des visées divergentes en fonction des dispositifs, où certains dispositifs mettent plus l'accent sur le développement de compétences réflexives et de savoir professionnel, et puis d'autres dispositifs qui instrumentalisent le récit. 5 minutes? Ok. Qui instrumentalisent le récit plutôt pour démontrer des compétences préexistantes. Puis il y a effectivement cette histoire de référentiel implicite. Par exemple, que veut dire se montrer réflexif, en fait?
fait le postulat que ça a un impact sur la compréhension que se font les personnes en formation des attentes institutionnelles et donc que ça renforce la place de l'accompagnement, en fait, dans l'écriture de ces récits. Et puis, il y a effectivement la juxtaposition des différents référentiels. Mais je vais laisser Sandrine continuer là-dessus. Merci. On a complété l'analyse des consignes avec des entretiens menés avec les concepteurs et autrices des dispositifs, donc qui confirment effectivement cette importance de la réflexivité. C'est pas de faire le lien avec l'ensemble des compétences du référentiel, mais c'est plutôt la compétence réflexive. Laisse lire le... Il y a aussi cette notion que c'est la personne formée qui va être, pour le coup, responsable de ses apprentissages. Donc, la personne qui a les choses en main, c'est l'étudiant qui, lui, va construire son portfolio. On est toujours dans cette logique de réflexivité, d'approche par compétence et d'articulation théorie-pratique. Et puis, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est cette citation où la personne dit les récits d'expérience qui sont extrêmement plats, extrêmement pauvres ou sans intérêt particulier, ils questionnent sur où en est cette personne et ce qu'elle cache. Dans un récit, quand quelque chose fait intrigue, c'est que la personne sait, s'implique dans son récit et qu'il y a quelque chose à aller décoder. Donc là, on voit vraiment l'importance mise sur la subjectivisation de son activité et le fait d'oser aussi aller raconter les difficultés, les obstacles, les émotions qu'il y a eu derrière ces expériences. Il y a aussi cette notion importante de mouvement. La personne, elle n'est pas figée, c'est le mouvement que l'on cherche à voir, peu importe à quoi elle aboutit en termes de capacité ou de constat. Et puis, il y a aussi une prise en compte du profil spécifique de ces enseignants en seconde carrière qui sont en formation, mais qui souvent sont encore en insertion professionnelle, ont souvent, puisqu'ils viennent de se reconvertir, c'est souvent pour des raisons familiales, donc ils ont une vie personnelle très chargée. Donc, il y a aussi l'élément que dans les dispositifs, les personnes ne sont pas dupes du fait que les personnes elles n'ont pas beaucoup d'espace, de recul, justement, pour pouvoir faire preuve de cette réflexivité. Donc là, il y a une tension encore. Donc voilà, une incitation à la mise en place d'une écriture subjective, se positionner finalement par rapport à ces expériences, se montrer en mouvement, et puis cette autorisation à jouer sur les différentes dimensions du travail, visible, caché, prescrit réel, empêché, projeté, etc. Comme disait Margot, du coup, l'importance d'accompagner cette réflexivité. Et puis, on vous a mis cette citation qu'on aime beaucoup. Tant que le sujet est en quelque sorte en tête-à-tête avec le réel, la conceptualisation est freinée parce que l'action s'épuise dans sa propre réussite. Voilà. Ce matin, évidemment, prendre quelques minutes pour poser la question. Les diaporamas seront-ils diffusés? Oui, on peut. Oui. Merci pour la C'est des questions du son. Simplement, quand vous voulez prendre la parole, levez la main comme d'habitude. Et puis, comme je ne suis pas IDA, je ne vais pas automatiquement vous voir. Et puis, présentez-vous au passage. Voilà. Et s'il n'y a pas de questions, bah, évidemment, j'en ai plein en jeu. Toujours. Non? Alors, je lance. C'est plus une réflexion qu'une question, Sandrine et Margot. Enfin, si, il y a une question quand même sur quand vous parlez du savoir, du référentiel implicite et il faut se montrer réflexif. Est-ce que se montrer réflexif, c'est être réflexif? Ah ouais, Ça serait ma première question. Et ma deuxième question, ce serait, parce que je suis très intéressé par l'idée qu'il y aurait des récits plats. Moi, je le dis autrement, mais je dis que, par exemple, quand je conduis des entretiens d'analyse du travail à l'oreille. Vous voyez, mais ça fait c'est un peu le même écho, quoi. C'est-à-dire, quand c'est trop plat, quand c'est trop lisse, il y a quelque chose qui est caché derrière. Et donc,
Ma question, c'est comment vous repérez que les récits sont plats? Une petite question toute simple. Merci. Oui, bah alors déjà, par rapport à ta première question entre être réflexif ou se montrer réflexif, c'est vrai que je vais oublier de vous préciser que tous les dispositifs qu'on analyse dans cette recherche sont des dispositifs certifiants. C'est justement pour ça qu'on les a choisis, parce que on était justement intéressé à savoir quelles seraient les implications de ces consignes sur la mise en scène de soi. Alors, cette analyse-là, elle arrivera en 3e volet de la recherche, mais on a quand même commencé déjà à observer qu'on trouve dans les textes des personnes, par exemple, qui disent il n'y a pas un jour qui passe dans ma profession sans que je ne me pose de questions. Il y a vraiment effectivement une mise en scène de cette forme de réflexivité, parce que ça a été très bien compris par les formés que c'était une attente, en effet. Et donc, est-ce que c'est gênant? Alors, après, les questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que le fait de devoir se montrer réflexif, c'est apprenant, par exemple? Donc voilà, à suivre hein, dans notre. L'année prochaine, Et puis bah oui, sur le côté plat, le côté plat des expériences, et ben ouais, c'est comme, bah, je crois que qui c'est qui disait, c'est Paul ce matin, je sais plus, qui disait qu'on peut pas décréter l'investissement. Bah, c'est toute la difficulté aussi, toute la tension hein, de ça. Est-ce on a l'impression que la personne, elle s'empare de l'exercice, ou est-ce que voilà, elle fait pour l'exercice scolaire aussi? Peut-être juste une petite remarque, puisqu'on travaille sur le portfolio et donc le dernier article qu'on a publié en décembre 24 avec Fabienne, on a justement aussi montré le degré de réflexivité des apprentis chercheurs. Donc il y a toujours cette idée de mouvement, mais peut-être que dans ces récits-là, on peut déceler une absence de réflexivité qui peut être volontaire ou non. Enfin, voilà, parce que c'est vrai que dans les récits de soi ou dans les portfolios, il y a quand même une mise en scène de soi. On le sait, les formateurs. Donc, hein. Et donc, il y a peut-être la volonté de ne pas se mettre en scène, voilà, ou de ne pas raconter soi. C'est ça. Bah, typiquement, alors, nous, par exemple, on a dans notre public des enseignants professionnels. Eux, ils sont dans une culture où justement la performance, elle s'observe souvent dans les métiers. Donc, quand on leur explique au départ qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à se montrer dans une situation où ils sont en difficulté, ça ne leur parle pas. Donc, c'est peut-être des fois cette idée de plat, c'est plutôt qu'ils veulent montrer quelque chose où ça s'est bien. Ouais, quelque chose de maîtrisé. Et dans les processus de présentation de soi, alors maintenant, ce qu'on observe, c'est que les personnes, elles vont effectivement chercher une situation où elles ont été en difficulté, mais pour montrer comment elles s'en sont super bien sorties. Elles vont pas choisir des situations où elles sont encore dans le doute, par exemple. Je sais pas si tu voulais. Ouais, non, tout à fait. On a. Mettez le micro, s'il vous plaît. Présentez-le aussi. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Marielle et je travaille sur un projet sur les compétences essentielles à l'horizon 2030 avec le FOAP et le groupe Voltaire. Et dans les études et les données qui existent, est identifiée la compétence de la réflexivité, justement. Et la question, c'est de se dire qu'est-ce qui motive le professionnel à faire ce travail-là? Est-ce que vous avez déjà observé des choses, des éléments qui pourraient éventuellement nourrir la réflexion? Ou pas? En fait, on ne s'est pas encore vraiment penché sur l'analyse des dossiers. Donc, on n'a pas de contenu de ce que les personnes en formation qui ont fait ces récits disent de leur motivation. Mais par contre, dans les consignes, il y a effectivement dans plusieurs dispositifs, pas tous, mais il y a une orientation sur la projection en tant que professionnel, en tant que futur enseignant, à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui en fait, ils reviennent sur leur motivation et pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là. Dernière question. Vous avez envie? Les CIDC, vous êtes tout à fait autorisés. Hein. C'est vrai que vous arrivez de toute façon un peu, voilà. Donc, matin, vous n'avez pas non plus quelqu'un de très plan-plan, donc vous êtes quand même dans une dynamique. Donc, non?
Bon, bah, voilà, ils n'osent pas, ils font les Ouais, timides. quel- C'est assez étonnant de leur part, mais je t'en prie, si tu as quelque chose à rajouter. J'ai l'impression que quelqu'un allait dire quelque chose, c'est pour ça que je... Je vais sortir, vous inquiétez pas. Là, on voit son métier. Oui, je les oblige à se réfléchir, à démontrer leur réflexivité, même s'ils sont pas envie. Et pour ça, j'essaie de les mettre en mouvement, mais ils sont très, très inertes. Là. Alors, allez, on arrête là, excusez-moi. Je vais prendre un dernier mot, Sandrine et Margot. Bah, merci alors, bravo.